Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Racing Café spécial débrief évidemment du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Eh bien ma foi, quelle fin de course devrions-nous plutôt dire. Incroyable ce qui s'est passé dans cette fin de Grand Prix. Lewis Hamilton qui s'est donc imposé aujourd'hui au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça, vous allez me dire, c'est pas très surprenant, et vous auriez raison. Mais par contre, qu'il gagne le Grand Prix sur 3 roues, avec 3 pneus, ça c'est peut-être un petit peu plus surprenant effectivement. Crevaison dans le dernier tour pour Lewis Hamilton qui s'impose tout de même avec seulement 5 secondes 8 d'avance sur Max Verstappen. Charles Leclerc est 3ème à 18 secondes 4. Lui aussi il n'arrive pas à y croire je pense d'avoir terminé sur le podium. Daniel Ricciardo 4ème pour Renault, 5ème Lando Norris. 6ème Esteban Ocon, 7ème Pierre Gasly, 8ème Alexander Albon, 9ème Lance Stroll et 10ème Sébastien Vettel. Et oui, je ne vous ai cité qu'une seule Mercedes dans les points puisque Valtteri Bottas a terminé 11ème après une crevaison, on en reparlera évidemment. George Russell, 12ème avec la Williams, 13ème place pour Carlos Sainz qui a lui aussi crevé dans les derniers tours. Antonio Giovinazzi en 14ème position, Nicolas Latifi 15ème devant Romain Grosjean. Kimi Raikkonen 17ème à un tour et lui aussi quelle course. Et enfin abandon sur accident pour Daniel Kvyat et Kevin Magnussen et abandon sur pas de mécanique avant même le départ du Grand Prix pour Nico Hülkenberg, le revenant. On va parler évidemment du retour de Nico Hülkenberg aussi dans ce débrief. N'hésitez pas évidemment à commenter tout cela dans le chat qui est juste à ma droite sur votre écran, bien sûr. On va être ensemble pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, ça dépendra un petit peu de ce qu'on aura à dire sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est donc achevé sur le circuit de Silverstone. On y retourne la semaine prochaine avec des pneus plus tendres. Donc vraiment, je pense que vu ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne peut qu'attendre avec impatience le Grand Prix de la semaine prochaine. Cette fin de Grand Prix au niveau yo-yo, c'était complètement dingue. Enfin voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Incroyable. Lewis Hamilton qui donc aura crevé dans le dernier tour. Quelle chance dans sa malchance évidemment pour le pilote britannique parce qu'il lui est arrivé la même chose qu'à son équipier Valtteri Bottas. C'est-à-dire qu'ils ont crevé tous les deux au pneu avant gauche. Malheureusement pour Bottas, c'est arrivé dans le premier virage du circuit, donc il a fallu refaire tout un tour pour rentrer au stand. Lewis Hamilton, lui, ça lui est arrivé au virage numéro 6, c'est-à-dire à l'ancien dernier virage, donc il avait simplement à terminer une moitié de tour pour aller remporter ce Grand Prix. 7ème victoire à domicile pour Lewis Hamilton, c'est un record, jamais un pilote de Formule 1 n'avait autant remporté son Grand Prix national, donc là aussi, chapeau bas évidemment pour Lewis Hamilton, qui aura tout de même, il faut le dire et lui accorder cela évidemment, absolument dominé ce Grand Prix de la tête et des épaules. Vraiment, les Mercedes étaient absolument imbattables. C'est ce qui en tout cas semblait être le cas, et puis c'est finalement leurs pneus Pirelli qui les ont battus. Je pense on va déjà commencer par peut-être un petit début d'explication sur toutes ces crevaisons en fin de course, parce qu'évidemment je pense que certains vont faire le parallèle, et c'est pas tout à fait la même chose, mais ça nous a rappelé évidemment le Grand Prix de 2013, bien sûr, ce Grand Prix où plusieurs pilotes avaient subi des crevaisons pendant la course. Ça avait d'ailleurs mené à un changement de construction des pneus Pirelli, à pas mal de choses. Ici, je pense que ça va pas être tout à fait la même chose, tout simplement parce que la course n'était pas la même. En 2013, ça crevait vraiment sans trop de raison et c'était vraiment un problème structurel des pneus. Ici, il faut rappeler qu'ils ont tous chaussé les pneus durs, les pneus les plus durs de la gamme de Pirelli, mais on était qu'au 14e tour quand ils les ont chaussés ces pneus, puisque c'était lors de la voiture de sécurité consécutive à l'accident de Daniel Kvyat. Donc forcément, il fallait quand même faire une très très longue période avec ces pneus durs. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être ce qu'on a tenté chez Haas, puisqu'on avait laissé Romain Grosjean en médium et on l'a fait rentrer au stand un petit peu plus tard pour les durs. Je pense qu'il devait miser sur une dégradation peut-être un peu plus importante des pneus durs et le fait que les pilotes devraient peut-être s'arrêter de nouveau. C'était donc très complexe de terminer ce Grand Prix avec juste ce train de pneus durs. On rappelle que Silverstone est un circuit évidemment où les virages sont extrêmement rapides, avec beaucoup de virages à droite qui se passent très rapidement. On pense à Copse, on pense à Stowe notamment. Ça met énormément de pression sur le pneu avant gauche. Et évidemment, pas de mauvais jeu de mots, bien sûr, pour le manque de pression chez Mercedes ici. Mais donc voilà, ça met beaucoup de stress sur ces pneus avant gauche. On a donc eu la crevaison de Bottas, suivi de la crevaison de Sainz, et puis donc la crevaison de Lewis Hamilton. Ce qui est peut-être un petit peu plus inquiétant pour Mercedes, c'est que c'est arrivé à leurs deux voitures. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont devoir travailler pour le prochain Grand Prix du 70e anniversaire la semaine prochaine, bien entendu, parce que effectivement, à un moment donné, quand vous avez deux voitures et que les deux voitures crèvent du même pneu, c'est quand même assez étrange au minimum.
Et peut-être qu'il y avait un réglage qui était peut-être un tout petit peu trop extrême sur cette Mercedes. Est-ce qu'en plus, voilà, il est nécessaire d'aller de manière si extrême dans les réglages, vu l'avantage qu'avaient les Mercedes? Ça, je pense que c'est des bonnes données qu'ils vont devoir étudier pendant cette semaine qui nous sépare du Grand Prix du 70e anniversaire. Pour Lewis Hamilton, c'est tout de même parfait ce qui vient de se passer, parce qu'il était parti pour gagner 7 points sur son équipier Valtteri Bottas, donc il aurait augmenté son avance de 5 à 12 unités au championnat. Il en gagne du coup 25, puisque Bottas ne termine pas dans les points, et donc eh bien, maintenant Lewis Hamilton est leader du championnat du monde de Formule 1, avec 30 points d'avance sur son équipier Valtteri Bottas, après 4 Grands Prix, 88 points pour Hamilton, 58 pour Bottas, Verstappen est 3ème avec 52 points, Lando Norris toujours 4ème du championnat avec 36 points, devant Charles Leclerc qui en a 33. Max Verstappen, justement, ça quand même, il faut le dire, quelle erreur d'un côté. Mais aussi, voilà, est-ce qu'il n'avait pas le choix chez Red Bull? C'est-à-dire que vous êtes en 3ème position pendant toute la course. Verstappen, vraiment, n'a pas eu un Grand Prix très difficile. C'est-à-dire que les Mercedes se sont échappés très rapidement. Et lui a pris énormément d'avance sur Charles Leclerc derrière lui dès les premiers tours. Donc franchement, la 3ème place était pas compliquée du tout à obtenir pour Max Verstappen. Donc au moment où Bottas a sa crevaison, évidemment, vous êtes chez Red Bull, vous vous dites, je pense que la première chose que vous vous dites, c'est pas, tiens, ça peut arriver à Hamilton, mettons-lui la pression, mais plutôt, c'est dangereux, ça peut nous arriver à nous, on a suffisamment d'avance, parce qu'il avait plus de 30 secondes d'avance sur Charles Leclerc, donc largement assez pour faire son arrêt au stand. On a l'avance, faisons l'arrêt, ne prenons pas de risque, c'est un petit peu, si vous voulez, même si là ça concernait la même équipe, en 86 on dit par exemple que Nelson Piquet perd le titre de champion du monde parce qu'il s'arrête au stand suite à la crevaison de Nigel Mansell avec une suspicion, et en fait il n'y avait pas de souci sur les pneus qui auraient tenu jusqu'au bout. Bah là voilà, il faut parfois en Formule 1 être plus prudent qu'agressif. Parfois ça vaut le coup, on rappelle, par exemple Kimi Räikkönen en 2005 au Nürburgring aurait peut-être mieux valu s'arrêter au stand et éviter donc le problème au dernier tour qu'il a obtenu. Donc là je pense quand même que ça fait sens, bien sûr, de s'être arrêté chez Red Bull. Évidemment, quand on sait ce qui se passe ensuite, il fallait certainement pas s'arrêter. Et Max Verstappen aurait remporté aujourd'hui le Grand Prix de Grande-Bretagne et il serait ex-aequo s'il avait fait le meilleur tour en course avec Valtteri Bottas, ou alors il serait simplement un point de Bottas en championnat. Donc ça aurait été une très très belle opération pour lui. Mais je pense quand même qu'au final, voilà, on n'a pas de quoi être très déçu chez Red Bull. On a consolidé, en tout cas du côté de Verstappen, on parlera d'Alex Albon après bien sûr, mais du côté de Verstappen, on a consolidé la place de 2ème meilleure voiture très largement sur ce week-end. Dromadan 26, t'as raison, effectivement, Mercedes aurait peut-être pu arrêter Lewis Hamilton une fois que Verstappen s'est arrêté. Effectivement, il y avait le temps, ils auraient pu dire à l'aube du dernier tour, Hamilton rentre au stand, on prend pas de risque. Parce que là, ça se joue à pas grand-chose. Il y avait à peu près 35 secondes d'écart au moment où ils ont franchi la ligne tous les deux pour le début du dernier tour. Verstappen termine à 6 secondes. Autant vous dire qu'il aurait crevé 2 virages plus tôt, Hamilton, et je pense que Verstappen aurait pu gagner ce Grand Prix. Alors ça aurait été absolument incroyable côte à côte sur la ligne. Donc vraiment, voilà, je pense que Red Bull a joué la sécurité. Ils ont eu raison, évidemment. Voilà, on pourrait se dire, s'ils avaient pris un risque, peut-être qu'ils auraient remporté cette course. Mais au moment précis où ils font l'arrêt, c'était la stratégie la plus logique. C'était la chose la plus logique à faire, et je pense donc que voilà, ils ont bien fait de faire ça du côté de chez Red Bull. Ça fait voilà, encore une belle 2ème place pour Max Verstappen, encore un podium, encore voilà, des gros points. Verstappen qui donc est confortablement 3ème de ce championnat du monde de Formule 1, donc je pense qu'il peut pas vraiment espérer mieux dans ce début de saison, et je pense même que vu les performances qu'on a entreaperçues de temps en temps des Racing Point par exemple, c'est bien aussi voilà, que Red Bull soit très clairement 2ème force du championnat. Et c'est vrai que c'était pas déjà un problème de pneus avant droit. C'est en 2005 que tu parles, Pefanzo, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il a eu un souci aussi, qu'il arrive quand même bien sûr. Mais aujourd'hui c'est un problème d'aileron. C'est son aileron avant qui s'est désintégré, j'ai l'impression. Qui m'arrive quand même, on en parlera tout à l'heure évidemment. Du coup, ensuite, 3ème, là, je vous avoue que la 3ème place de Charles Leclerc, peu de gens auraient parié là-dessus. Ça sauve les meubles encore une fois pour la Scuderia Ferrari, comme lors du premier Grand Prix en Autriche où il avait terminé 2ème. Ici, voilà, 3ème, il était 4ème pendant tout ce Grand Prix, un petit peu à la ramasse, on va dire, par rapport à Verstappen. Et voilà, 3ème, Charles Leclerc qui monte encore sur le podium. Ma foi, voilà. Bon, Leclerc est toujours 5ème du championnat, du coup. Il est encore derrière Lando Norris parce que les Grands Prix de Styrie, évidemment, et de Hongrie n'étaient pas très bons pour le pilote monégasque. Mais voilà, il a fait le job avec une voiture qui était très très compliquée à piloter tout le week-end. Et là, vraiment, ça devient très compliqué chez Ferrari parce qu'en fait, ils ont un vrai souci de vitesse de pointe maintenant, c'est indéniable bien sûr, donc ils doivent prendre des risques. On a vu que les ailerons sur la Ferrari, principalement celle de Leclerc, l'aileron arrière était
extrêmement peu braqué. C'était pas un aileron type Monza, bien sûr, mais c'était un aileron qui était pas du tout braqué, hein, vraiment comme on s'attend sur un circuit où normalement l'aérodynamique devrait quand même être assez important puisqu'il y a des virages très rapides. Il avait une voiture qui glissait de l'arrière pendant tout le week-end. Ça a dû être un petit calvaire quand même de faire ses 52 tours, même s'il avait, voilà, c'était un petit peu dans son no man's land. Il est récompensé avec un podium. Charles Leclerc qui montre encore une fois voilà, qu'il est solide. Et on l'espère pour lui, bien sûr, que voilà, chez Ferrari, on va vite retrouver les avant-postes. Parce qu'il mérite, très clairement, le vainqueur de 2 Grands Prix de l'an dernier, il mérite une voiture à la hauteur de son talent. Et il mérite d'aller un petit peu titiller, notamment les Mercedes aux avant-postes. On aimerait bien avoir une petite bataille pour le titre entre les Mercedes et Charles Leclerc, notamment. Max Verstappen aussi qui viendrait s'immiscer, ce serait quand même vachement bien. Mais visiblement, on devrait attendre pour ça... Peut-être 2021 sur un miracle, alors que les châssis seront les mêmes et que aérodynamiquement les voitures se ressembleront à celles de cette année. Peut-être 2022. Espérons, voilà, espérons qu'en 2022, effectivement, la bagarre qu'on nous promet sera là et qu'on pourra vivre une très très belle saison de F1. Mais en tout cas, pour ce week-end, eh bien voilà, Charles Leclerc, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. C'était voilà, vraiment la 3e place, c'était absolument le top du top de ce qu'il pouvait imaginer aujourd'hui. C'était clairement pas prévu d'avoir une Ferrari sur un podium aujourd'hui. Ça l'a finalement été grâce aux circonstances de course. Bien joué, Leclerc qui a été propre pendant toute l'épreuve, donc il n'y a rien à redire là-dessus. Derrière, ça a été une bagarre pendant toute la course, hein, très clairement, dans l'avant du milieu de plateau, on va dire, et c'est donc Daniel Ricciardo, du coup, avec sa Renault, qui s'en sort avec le titre de meilleur des autres, finalement, si on considère encore que Ferrari est dans cette lutte, même si Ricciardo ne termine qu'à 1 seconde de Charles Leclerc. Daniel Ricciardo, 4e avec la Renault. Grand Prix propre des Renault, et moi j'avoue que je commence à avoir du mal avec ces voitures parce que on ne peut absolument pas dire où sont les Renault dans l'ordre en fait des voitures, parce que pendant tout le week-end elles ont fait le yo-yo, c'est-à-dire qu'elles ont eu des moments où elles étaient pas mal classées du tout, on pensait qu'elles commençaient à avoir un bon rythme, elles ont eu des moments à la ramasse totale, et puis elles sont revenues, même en qualif ça commençait à la ramasse, et puis on est revenu en fin de qualif, et puis ça... C'est très compliqué en fait à jauger la Renault. Donc ici ils font 4 et 6 avec Ricciardo et Ocon, c'est énormément de points, ça c'est un super grand prix pour l'écurie française, meilleur résultat hein, d'ailleurs de Daniel Ricciardo chez Renault. Il égale ce qu'il avait fait au Grand Prix d'Italie l'an dernier à Monza. Mais c'est voilà, effectivement c'est très serré dans le midfield, dans le milieu de peloton, mais là j'avoue que voilà, que les Renault se retrouvent à mener ce milieu de peloton, c'est assez étonnant. Bon évidemment, la crevaison de Carlos Sainz en toute fin de course est venue un petit peu jouer les troubles faits. La communication radio de Lando Norris qui termine 5ème et qui avait dit à son équipe qu'il fallait peut-être qu'il dépasse Sainz parce que Sainz commence à avoir du mal. Peut-être qu'effectivement il aurait fallu le faire, ça lui aurait évité de se faire dépasser par Ricciardo et il aurait donc peut-être terminé 4ème au final. Les McLaren étaient quand même 4 et 5 à ce moment-là, enfin 5 et 6 pardon avant la crevaison de Bottas. Peut-être effectivement qu'ils auraient dû laisser passer Norris, qui aurait été donc allé bien assurer la 4ème position devant Daniel Ricciardo, mais c'est finalement le pilote australien qui l'a dépassé. Esteban Ocon 6ème, écoutez, alors que Norris, voilà, encore une fois, un Grand Prix très propre de sa part, et vraiment, il montre qu'il est solide, le pilote britannique, aucun problème, et il a suivi, voilà, Sainz toute la course, les McLaren étaient encore assez bonnes, hein, très clairement, un bon week-end encore pour McLaren, même si on pensait, au vu des qualifs, que ce serait un petit peu plus difficile, ça s'est très bien récupéré. Esteban Ocon 6ème, bah voilà, le français, qui a eu une très très belle bataille avec Lance Stroll pendant tout le Grand Prix, c'était très très chouette à regarder. Voilà, le Normand qui, bah voilà, a fait un Grand Prix solide. En rythme, c'est pas Ricciardo pour l'instant, c'est clair, mais voilà, on continue, hein, on rappelle, c'est seulement le 4ème Grand Prix depuis son retour en Formule 1, donc il continue de reprendre un petit peu les automatismes. Il va falloir quand même qu'il hausse le rythme à un moment, je pense, et qu'ils viennent concurrencer Ricciardo de manière plus régulière, notamment en qualification. C'est 3-1 pour l'instant pour Daniel Ricciardo dans cet exercice depuis le début de l'année. Mais sinon, Esteban Ocon, voilà, qui a fait un très joli Grand Prix, 6ème place pour le Français, 7ème place pour un autre Français, Pierre Gasly, qui lui a été absolument super. Hein. Je trouve franchement que sur la 2ème partie de Grand Prix avec les pneus durs, il nous a fait un superbe show avec son AlphaTauri. Pierre Gasly qui termine devant la Red Bull d'Alexander Albon, et ça, je pense que ça doit faire énormément de bien à Gasly mentalement. Ça, avoir dépassé Sébastien Vettel dans la Ferrari, ça aussi, ça a dû faire énormément de bien. Mais voilà, très très belle course du pilote français, Pierre Gasly, voilà, vraiment. Ocon-Gasly, c'est un très beau Grand Prix des pilotes français. Le 3ème français s'en est un petit peu moins bien sorti, même s'il s'est montré un petit peu pendant quelques instants. Mais voilà, Gasly, l'AlphaTauri qui continue aussi, voilà, difficile de la jauger, mais elle continue de pouvoir faire des coups d'éclat, et ça c'est quand même important. C'est pas mal pour les pilotes qui peuvent de temps en temps un petit peu s'illustrer, donc assez sympathique
pour AlphaTauri, et voilà, très belle place donc pour Pierre Gasly. Alex Albon, là par contre, on va en parler, et on va parler un petit peu plus longuement. Là, ça commence à devenir assez difficile pour lui. Le pilote thaïlandais, bon, qui sauve déjà un peu les meubles avec la 8ème place, quand vous voyez ce qui s'est passé à son début de Grand Prix, l'accident avec Magnussen, les différents arrêts au stand, il s'est arrêté 2 fois au stand, hein, Alex Albon, pendant ce Grand Prix. Je pense déjà que 8ème, c'est déjà très très bien payé, hein, vraiment. 8ème à 32 secondes 6 du vainqueur Hamilton, qui a évidemment perdu une bonne trentaine de secondes dans le dernier tour, mais voilà, c'est pas mal. Voilà, il se sauve aussi grâce aux crevaisons, hein, il aurait fini 10ème sans les crevaisons, Albon, donc il aurait quand même fini dans les points, mais bon, 8ème, ça flatte un petit peu son résultat final, mais là, là franchement, vous commencez à me connaître un petit peu. J'ai été critique de Pierre Gasly l'an dernier, je n'ai pas de honte à le dire, et je pense qu'il y avait de quoi critiquer les performances de Pierre Gasly l'an dernier avec la Red Bull. Et j'ai toujours dit qu'Albon, même si ça n'est pas un foudre de guerre depuis qu'il a récupéré le baquet de Gasly, au moins il fait le job. Et s'il y a un podium à aller chercher par un coup de chance, il va avoir la possibilité de le chercher jusqu'à ce que Lewis Hamilton le percute, bien sûr. Là, le problème, c'est que ce week-end, Alex Albon, c'était Pierre Gasly 2019. C'était absolument Gasly 2019. Il était pas trop dans le rythme en essai libre 1. Essai libre 2, il trouve le rythme, il est en tête des essais libres 2 et deuxième quand Stroll le dépasse, et il se crash. Et là, le crash le met vraiment dans de très très mauvaises dispositions pour le reste du week-end. Et à partir des essais libres 3, il n'y avait plus personne. La deuxième Red Bull, c'était un baquet vide, il n'était absolument nulle part, il n'est pas passé en Q3, Alex Albon, et le souci, c'est que c'est pas un Grand Prix isolé. En Hongrie, déjà, il était nulle part, en Styrie, ça commençait à être assez difficile, du coup, ouais, c'est assez difficile, et en fait, je commence à me demander d'où ça vient, parce que quand un pilote n'est pas bon, ça arrive, on sait, il y a des pilotes, ils sont très bons dans les écuries milieu de plateau, vous les mettez dans une top voiture, il n'y a plus personne. Giancarlo Fisichella notamment est passé par là. Bon, ça je peux comprendre et je vois ce qui se passe et il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème, c'est quand vous mettez deux pilotes, deux jeunes loups qui, avec AlphaTauri et Toro Rosso, ils ont quand même montré des bonnes choses. Albon, même dans la Toro Rosso, il n'était pas mauvais, et même avec la Red Bull, il n'a pas été mauvais. Mais vous les mettez tous les deux dans la voiture et les deux n'arrivent à rien pendant que Max Verstappen gagne des grands prix et fait des podiums. Moi, je commence sincèrement à me demander s'il n'y a pas un vrai truc dans cette deuxième voiture. Les mécanos, je ne pense pas, que les mécaniciens montraient moins bien la deuxième voiture, ça ce serait pas, mais il doit y avoir, le châssis doit être moins bien préparé, ou alors peut-être l'équipe effectivement d'ingénieurs, parce qu'il y a eu un changement d'ingénieur, Simon Rennie qui est revenu aux côtés d'Alex Albon ce week-end. C'est un changement qu'avait réclamé Pierre Gasly pendant quelques mois avant son éviction l'an dernier. À voir sur le long terme, c'est pas sur un Grand Prix qu'on va juger si l'arrivée de Simon Rennie permet à Alex Albon d'hausser son niveau de jeu, bien sûr. À voir sur le long terme, mais si ce changement, merci à F4 RT Machine pour le follow, mais si ce changement sur le reste de la saison ne porte pas ses fruits, on va vraiment commencer à se demander qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième Red Bull. On sait que Max Verstappen a peut-être un style de pilotage qui ne correspond pas à tout le monde, et donc comme c'est lui qui dicte le développement de la voiture et l'orientation de la voiture en début d'année, vu que c'est pilote numéro 1, peut-être que la voiture est difficile à piloter. Ça, je conteste pas. Mais être aussi largué, ça commence à se voir et ça commence à être assez étrange. Donc, je sais pas, en fait, je ne sais pas à quel point je peux blâmer le pilote pour ce mauvais week-end, à quel point je peux blâmer l'équipe. C'est une situation très complexe chez Red Bull, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on peut pas comparer avec Ricciardo qui gagnait des courses. Alors Ricciardo se plaignait aussi à l'époque, mais il gagnait quand même des grands prix. Il faisait des super perfs. Il battait Verstappen quand il pouvait le battre. Enfin, il n'y avait pas de souci. C'était plutôt mécaniquement que la voiture avait du mal à être très fiable. Mais là, vraiment, chez Red Bull, c'est extrêmement peu compréhensible. Je vous l'avoue, là, je ne sais pas. Voilà, on a un peu de mal. Et évidemment, le problème, c'est qu'il n'est pas dans un environnement, je veux dire, au niveau du management, Alex Albon, où il va pouvoir sortir la tête de l'eau très facilement. Il a Helmut Marko, il a Christian Horner qui vont évidemment le massacrer à la moindre occasion. Ça, c'est l'habitude, malheureusement, dans l'usine de Milton Keynes. Voilà, il va falloir faire preuve d'un mental à toute épreuve, mais à un moment donné, je pense aussi qu'effectivement, si il n'a pas le matériel lui permettant de faire des perfs, il aura beau mettre tout le mental qu'il veut, s'il n'a pas le matériel, il ne pourra pas faire quelque chose. Donc ça va être assez compliqué et assez intéressant à suivre lors des prochains Grands Prix, bien sûr. Et déjà la semaine prochaine. On revient sur le même circuit, donc là, ça va permettre de tirer des comparaisons directes et voir si Albon peut se reprendre directement, peut-être qu'avec
les pneus qui seront un cran moins plus tendres, peut-être que ça va aider, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, 8ème aujourd'hui, c'est très flatteur, vu son Grand Prix. Puis il a été de 5 secondes aussi pour le contact avec Kevin Magnussen. Donc en plus, voilà, vous voyez, c'est vraiment... C'était vraiment un très bon week-end dans le sens où il n'y avait pas le rythme, il y a eu un accident en essai, et en plus en course, il y a aussi un contact, donc ça prouve que dans le peloton, il a eu du mal à s'adapter, à piloter, donc c'est assez, voilà, c'est assez difficile. Et on dit dans le chat, il n'y aura jamais le matériel. Après, on ne sait pas. On sait qu'il y a un système tout pour le numéro 1, mais en même temps, vous pouvez... Enfin voilà, les voitures sont quand même assez similaires. On peut pas me dire, on peut pas me dire qu'il y a une différence gigantesque entre les deux voitures. C'est quand même censé être la même voiture à la base, donc ça me paraît compliqué. En tout cas, voilà, pour Red Bull, là, il va falloir analyser les données pendant toute une semaine et essayer de se reconcentrer du côté d'Albon pour faire un bon Grand Prix du 70e anniversaire. C'est la dénomination officielle de ce deuxième Grand Prix à Silverstone la semaine prochaine. 9e de ce Grand Prix, Lance Stroll. Alors là, je ne m'y attendais pas. Très clairement, Lance Stroll qui était très très bien vendredi quand il faisait extrêmement chaud, avec sa Racing Point, la fameuse Mercedes Rose, comme ça c'est dit, voilà, on peut passer à autre chose. Mais il était très très bien vendredi. Hier, ça passe en Q3, mais on rappelle, hein, mais vraiment, à 0 millième, il a fait le même chrono que Pierre Gasly en Q3 pour la 10e place, mais il l'a fait avant Gasly, ce qui lui a permis d'obtenir justement cette place en Q3. Il est parti en pneu médium, donc là je commençais à me dire, en plus voilà, il fait une belle Q3, donc je commence à me dire, on se met en médium chez Racing Point, on vient quand même avec de l'enthousiasme et de la confiance et de l'ambition, parce que c'était les Mercedes, les autres voitures qui s'étaient qualifiées en médium de Q2 à Q3, donc franchement, voilà, c'était pas une mauvaise chose. Donc je pense que d'un côté, malheureusement pour Stroll, il y a plusieurs facteurs qui ont un petit peu ruiné sa course en début, c'est-à-dire que le premier déjà c'est qu'il n'a pas pris un bon départ, donc évidemment quand vous perdez des places, vous vous retrouvez un peu plus dans le trafic, et effectivement, ces voitures-là, très pointues aérodynamiquement, dans le trafic, elles ont peut-être un peu plus de mal que d'autres. C'est une possibilité. C'est vrai que la Mercedes, l'an dernier, avait du mal dans le trafic. Je dis pas que c'est la même voiture cette année parce que ça n'est pas le cas. Mais elle est très proche, donc évidemment, s'il y a la même philosophie, on peut comprendre qu'il y a les mêmes soucis. Donc déjà, il prend pas un bon départ. Et puis, il y a ce changement de stratégie généralisé. Je pense que c'est ça qui lui fait perdre aussi pas mal de place et pas mal de rythme, parce que évidemment vous mettez des pneus médiums alors que les autres sont en tendre, l'objectif est de faire un premier relais plus long, pouvoir faire des tours dans le clean air et avoir plus de rythme en général. Évidemment, l'accident de Kvyat fait que tout le monde s'est arrêté au même moment, donc il a perdu son avantage puisque les pilotes qui étaient en pneus tendres n'ont pas eu encore l'opportunité vraiment de taper dans leur gomme. Et lui, avec ses pneus médiums, ils étaient largement bons encore. Donc ça, c'était les petits soucis. Après, il faut quand même dire que ça n'explique pas pourquoi, en deuxième moitié de course, il y avait vraiment pas de rythme dans cette Racing Point. Il se fait passer par tout le monde, quoi. Lance Stroll, il s'était fait doubler par tout le monde. Et là, c'était assez inquiétant avec cette Racing Point. Et là, on atteint peut-être la limite, effectivement, de la compréhension de la voiture, de se dire, voilà, vendredi, ça marchait super bien. On a peut-être essayé de trouver une piste de réglage qui n'a pas forcément été la bonne. On a essayé des choses en course qui ne sont pas avérées les bonnes non plus. Et au final, ça fait la 9e place pour Lance Stroll. Lance Stroll 9e. Vous enlevez les deux crevaisons de Sainz et Bottas, il est 11. Hein. Donc il aurait peut-être terminé hors des points, Lance Stroll. Donc c'était pas ce qu'on attendait de Racing Point. On rappelle qu'on a commencé le week-end en fantasmant sur le premier podium de Nico Hülkenberg. On finit avec la seule Racing Point en course 9e. Hein. Donc à revoir pour la semaine prochaine. Ça dépendra aussi des conditions. Apparemment, il va faire plus chaud la semaine prochaine. Peut-être que ça pourrait donc leur apporter un avantage si cette Racing Point se comporte effectivement correctement dans la chaleur. Ça peut être un bon point. Mais Stroll, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé bon sur la deuxième moitié de course. Il a été bien vendredi. Il a été excellent vendredi. Il a été pas mal en qualif. Mais là, en course aujourd'hui, ça a manqué pour Lance Stroll qui finit à 37 secondes 3. Donc ça aurait été une minute d'Hamilton sans la crevaison. Sur les défenses, c'était limite aussi, bien sûr, hein, on l'a vu sur Gasly notamment, mais c'était pas le pire du tout pendant ce Grand Prix. Moi, je ne vais absolument pas jeter la pierre à Lance Stroll aujourd'hui. Au niveau défense rugueuse, il y a un pilote français dont on parlera tout à l'heure. Je pense que lui, effectivement, on pourra en débattre de ses défenses. Mais bon, Lance Stroll, au moins, il a eu le mérite de terminer devant Sébastien Vettel. Alors là, Vettel, je pense qu'on est sur l'un des plus mauvais week-ends de la carrière de Sébastien Vettel. C'est incroyable. Bon, il n'a pas eu de chance déjà en loupant les essais libres 1 avec un problème mécanique sur sa voiture. Essai libre 2, il y a un problème de pédalier. Essai libre 3, le problème de pédalier revient, ça c'est quand même fou. Mais le vrai souci, c'est que, hormis ces problèmes, et merci à Hostil140 pour le follow, mais hormis ces soucis,
Il n'y avait pas de rythme du tout. Il était très très lent en fait, notre ami Sébastien Vettel. Donc c'était assez, je sais pas. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi il était aussi mauvais ce week-end. Notre ami Sébastien Vettel, c'était nulle part en qualif. Bon bah voilà, je crois qu'il est passé en Q3 hein, si je dis pas de bêtises, mais c'était assez étonnant, on va le dire. Mais non, vraiment. Un très très mauvais week-end pour Sébastien Vettel. Malheureusement, avec la Ferrari, et ben voilà, ça va être une saison galère de toute façon. Hein. Je pense qu'on en est garanti. On est sur le plus mauvais début de saison de Vettel depuis 2008 en tout cas. Hein. Alors attendez, juste essayer de faire un truc, mais on est sur un très très mauvais début de saison hein, pour lui. Le plus mauvais depuis 2008. 2008, il était à c'était une catastrophe absolue, donc il y avait de quoi faire. Qui est le pilote du jour me demande un chevalier 4485, je ne sais pas, je l'ai pas vu ça malheureusement sur l'écran, je vais essayer de te trouver ça. Est-ce que sur le site officiel de la F1 on s'est trouvé le driver of the day? Alors là je pense qu'on va avoir du mal, donc on va plutôt aller sur motorsport.com qu'on ne salue pas, mais bon voilà, hein, au moins ils font des articles à chaque fois sur le pilote du jour normalement, mais pas cette fois-ci. Ah non, mais si vous faites plus les articles, là, ça ne va pas aller, les amis. Enfin voilà, c'est pas important. Mais donc voilà, Sébastien Vettel, là, c'est un très très mauvais début de saison. Je sais pas ce qui explique ce problème, parce que finalement, Leclerc n'était pas si à la ramasse que ça. C'est ça, moi, qui m'a surpris, si vous voulez. C'est que Leclerc, voilà, il était quand même troisième force du plateau, 3-4, enfin, il était à la bagarre avec le sommet du milieu de peloton, ça allait. Mais Vettel, c'était vraiment catastrophique. Et je trouve que 10ème, ben, c'est finalement bien payé aussi pour lui. C'est très très bien payé, même pour Sébastien Vettel, cette 10ème place. Donc, un point pour Sébastien Vettel qui, du coup, au championnat du monde, il va pas être très très bien classé. Hein. Très clairement, Vettel pour l'instant, au championnat, il est 13ème. Hein. Sébastien Vettel avec 10 points. Il est derrière Gasly, Ocon, Sainz, Ricciardo et tout ça. Donc, c'est très compliqué. Stroll qui est toujours derrière Perez au championnat. Perez qui a loupé le Grand Prix, ça aussi on en parlera. Donc, c'est quand même assez surprenant. Mais donc, voilà, Sébastien Vettel 13ème. Le quadruple champion du monde. Je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est que cette saison se termine. Et je commence à me demander justement, est-ce que voilà, un manque de performance chronique comme ça va pas l'emmener vers une retraite. Ça, c'est pas évidemment la chose à analyser aujourd'hui, mais on parle évidemment de Aston Martin, on parle de Red Bull, mais est-ce que ça peut ne pas le démotiver complètement d'être complètement à la ramasse comme ça Après, c'est sûr que vous voyez déjà Leclerc qui a une voiture instable au possible. On sait que Sébastien Vettel adore les voitures où l'arrière est planté au sol. Vous mettez une voiture qui glisse de l'arrière, évidemment, il n'arrive pas à grand-chose. Ça, on le connaît, Sébastien Vettel. Mais à ce point-là, c'est quand même pas terrible. Hein. Vraiment, voilà, on est quand même en droit d'espérer mieux d'un quadruple champion du monde, déjà, voilà, de par son statut, et puis d'espérer mieux pour lui. Parce qu'il mérite quand même mieux que de se battre pour aller chercher 1 ou 2 points comme ça à la ramasse sur une Ferrari, surtout. C'est ça qui est le plus gênant. Il a terminé 3 dixièmes devant Valtteri Bottas. Bah, Bottas, écoutez, il a fait un Grand Prix, ma foi, correct. Il a fait le Grand Prix qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il a roulé, tout simplement. Il a roulé avec sa Mercedes, loin de Lewis Hamilton, et puis il a crevé. Et c'est là, moi, c'est là où ça me choque un petit peu, ces 2 crevaisons de Mercedes, pour y revenir, parce que il n'y avait pas besoin d'attaquer. Je veux dire, Verstappen était loin derrière, il n'y avait pas besoin d'attaquer, il pouvait rouler 3 secondes moins vite que leur chrono, et c'était quasiment fait quand même. Et bien pourtant, quand même 2 crevaisons, et celle de Bottas qui a été beaucoup plus pénalisante. Il a crevé dans le premier tour, donc il a dû faire un tour complet du circuit avec une crevaison à la main gauche. Et évidemment, ça fait qu'au final, il n'a pas pu remonter dans les points. 25-0 ce week-end pour Lewis Hamilton sur Valtteri Bottas. Ça fait mal évidemment hein, pour le premier leader du championnat, le Finlandais qui commence à voir ses chances de titre, je vais pas dire disparaître bien sûr, parce que 30 points alors qu'il reste pas mal de Grands Prix, c'est peu, mais on rappelle qu'il n'y a pas 22 courses cette année, il y en aura moins. Donc forcément, les mauvais résultats, les contre-performances comptent plus. Et donc là, un 25-0, ça fait plus mal, mais après, qui sait, hein, la semaine prochaine, les mêmes choses peuvent arriver, mais dans l'autre sens, que c'est Bottas qui gagne et Hamilton qui finira hors des points. Ça, c'est encore possible. Mais sinon, Bottas ce week-end, voilà, il a été pépère. On a retrouvé un petit peu le Bottas qu'on a vu de temps en temps, c'est-à-dire qu'il a été très bon en essai libre 3, très bon en Q1, très très bon en Q2, et puis il s'est fait battre en Q3 par Hamilton, et puis une fois qu'il a été battu en Q3, il n'y avait plus moyen vraiment de faire grand-chose en course. Hamilton a pris le départ parfait, il était en tête, et Bottas n'avait plus grand-chose à faire. Donc voilà, c'était une course normale, mais qui se termine finalement à la 11e place. 12e, George Russell, encore une fois un bon week-end du Piat Williams. Vraiment solide. Excusez-moi.
Oui, Bottas a été en tête peut-être 3 mètres sur le départ. Oui, Pierre Alonso, effectivement, si on veut jouer avec les mots, c'est pas très important. Mais du Russell, encore une fois, voilà, bon week-end. Deuxième, enfin encore une fois qualifié en Q2, donc ça, encore top pour lui avec la Williams. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de jauger le rythme de la Williams, en fait. Parce que vous avez Nicolas Latifi dans votre voiture, donc on ne sait pas dire si Russell qui va en Q2, c'est un exploit, vu que son équipier est 20ème à la ramasse, ou si en fait Russell en Q2, c'est normal, parce que la voiture a le rythme de la Q2, et si vous mettiez un autre pilote à la place de son équipier, ils seraient tous les deux en Q2. Ça, c'est assez difficile. Mais voilà, Russell qui a fait encore le taf. Il a fini devant les Alphas et devant la As de Romain Grosjean. Donc je pense qu'on pouvait pas espérer mieux pour lui. Il a gagné une place avec la crevaison de Sainz, évidemment. Donc voilà, 12ème. C'est un bon résultat pour lui. Je me demande même ça. Alors je ne pense pas que ce soit son meilleur résultat en F1. Peut-être qu'il a fait 11ème en Allemagne l'an dernier. Mais en tout cas, c'est un bon résultat pour George Russell, qui attend toujours, évidemment, son premier point dans la catégorie RN d'ancien champion de Formule 2. 13e place donc pour Carlos Sainz. Bah écoutez, voilà, Sainz il a fait encore une fois un Grand Prix correct, hein, et un Grand Prix solide. J'ai utilisé le terme solide, mais je pense que beaucoup de pilotes ont été solides ce week-end. Crevaison. Voilà, la crevaison dans les derniers tours, ça c'est terrible pour lui. Alors c'est pas arrivé au même endroit que Bottas, mais bon, lui aussi, ça c'était pas arrivé en tout début. Enfin, c'est pas arrivé en fin de tour, donc ça ne l'a pas trop aidé. Et puis voilà, hein, donc Carlos Sainz, du coup, qui perd de gros points, alors que McLaren pouvait faire une très très belle opération, bien sûr, au championnat également. Sainz qui est maintenant 10ème du championnat, alors que son équipier Lando Norris est 4ème. Hein. On est pour l'instant sur un 36-15. Pas code TF1, mais 36-15. Bon, évidemment, majoritairement influé par le résultat d'aujourd'hui, bien sûr, puisque Norris a marqué les points de la 5ème place et Sainz aucun point. Mais je pense que Sainz, ça doit pas être un moment facile pour lui maintenant, parce qu'il n'a pas eu de chance aujourd'hui. Et puis il voit aussi que la Ferrari, c'est pas ça, alors qu'il va chez Ferrari l'an prochain. Je pense que ça doit pas être très simple pour le pilote espagnol, mais on sait qu'il peut rebondir et qu'il aurait pu terminer aujourd'hui 4 ou 5ème. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Il y a ce manque de rythme en fin de course, mais peut-être finalement que la cause vient justement de l'état du pneu avant gauche, donc on pourrait mieux comprendre ce qui lui est arrivé du coup à Carlos Sainz. Mais voilà, effectivement, 13ème, ça c'est une grosse déception je pense pour lui. Giovinazzi, Latifi, 14-15, ma foi, bon, voilà, ils ont fait leur course habituelle, ils peuvent pas faire grand chose de plus avec les voitures dont ils disposent, surtout Giovinazzi. Latifi, encore une fois, je vous le dis, on ne sait pas encore exactement évaluer le niveau de la Williams. Latifi, j'aimerais quand même qu'on en parle un petit peu, parce que c'est une chose de pas avoir le rythme. Voilà, je peux comprendre, c'est le seul rookie cette année, Nicolas Latifi, donc je peux comprendre, c'est ses premiers Grands Prix en Formule 1. Je ne lui demande pas d'être directement dans le rythme de George Russell. Voilà, bon, qu'on soit d'accord. Par contre, ce que je lui demande quand même, c'est que s'il n'a pas le rythme et s'il n'est pas très rapide, au moins qu'il n'aille pas sortir sa voiture tous les week-ends. Ce serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'à chaque week-end depuis le début de la saison, il a fait au moins une erreur. Nicolas Latifi, il en a encore fait une hier en qualification notamment. Ça commence à faire beaucoup. Et moi, je pose très clairement la question, est-ce qu'il a sa place en Formule 1? Et je pense que la réponse, comme on dit sur certains réseaux sociaux, je crois que la question, elle est vite répondue. Si vous voulez, je pense que Latifi, ça ne va pas, quoi. Il n'y a pas le niveau, on sait pourquoi il est là aussi, hein, il n'y a pas de souci, on sait très clairement qu'il est là parce qu'il ramène de l'argent, mais c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, hein. Alors apparemment, ils ont pas annoncé le pilote du jour, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas d'article ou quoi que ce soit. Ils ont pas annoncé le pilote du jour. Je commence à me dire si tout le monde n'aurait pas, comme je l'ai fait, je vous l'avoue, voté pour Nico Hülkenberg, et que là, il se retrouve à dire on va quand même pas donner à un mec qui n'a pas pris le départ le titre de pilote du jour. C'est peut-être possible. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de pilote du jour pour l'instant, pour répondre à la question de tout à l'heure de H. Chevalier. Mon avis, ils n'ont toujours pas annoncé. Mais voilà. Latifi était déjà pas bon en F2. L'an dernier, il fit 2ème du championnat au bout de sa 4ème saison. Voilà, c'est pas une flèche du tout. Mais là, il a pas sa place en F1 et j'espère qu'il ne fera qu'une saison, parce que franchement, il n'y a pas besoin de le revoir, hein, très clairement. Nicolas Latifi, 15ème donc de ce Grand Prix, mais devant Romain Grosjean quand même. Romain Grosjean qui aura eu son petit moment de show business en 4ème place, hein, lorsque son équipe ne l'a pas fait arrêter. J'ai pas trop compris la stratégie. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y avait cette idée de dire peut-être que les durs ne tiendront pas pour tout le monde et que du coup ils devront s'arrêter de nouveau. Bah du coup ils ne sont pas arrêtés de nouveau, et puis même les pilotes qui ont dû s'arrêter de nouveau suite à des crevaisons, ils finissent loin devant Romain Grosjean. Donc ouais, compliqué, mais que voulez-vous, c'est le niveau de Haas, hein. La Haas, elle n'est pas bonne du tout, cette voiture. Encore les deux voitures, elle est mise en Q1 hier. Et bon voilà, Romain Grosjean par contre, je vous le disais tout à l'heure, là la défense c'était très très limite, et je pense qu'on voit sur ces mouvements défensifs la trace et la marque d'un pilote qui
est un peu désemparé, un peu désespéré parce que sa voiture n'est pas bonne du tout et qui va au-delà de la limite parce que bah voilà, sa voiture n'est pas bonne et qu'il essaie un peu tout. Je pense que ça devient dur hein, pour l'ami Romain Grosjean. Effectivement, leur seul moyen, c'est de jouer la stratégie As, mais je comprenais pas trop. Quand vous n'avez qu'un seul pilote qui ne s'arrête pas de toute façon sous safety car, je ne sais pas, je comprends pas les stratégies. Et en plus, il arrivait même pas à être en tête, le pauvre, puisque il y avait déjà un écart assez important au moment du crash de Daniel 4. Mais voilà, Grosjean, ouais, c'est dur pour les As. Hein. On peut parler aussi de Magnussen, bon, qui n'a fait qu'un tour aujourd'hui suite à son accident, mais voilà, les deux voitures n'étaient pas dans le rythme, et donc ça va être un long chemin de croix cette saison. Très très long chemin de croix cette saison pour As et également pour le pilote qui a terminé 17ème et dernier arrivé de ce Grand Prix, Kimi Räikkönen. Ça me fait tellement de la peine, vous pouvez pas savoir. Champion du monde 2007 et il est... Mais c'est la saison... En fait, on a envie de dire c'est la saison de trop, mais on n'a pas l'impression que c'est lui qui fait la saison de trop, si vous voyez ce que je veux dire. En 2008, David Coulthard fait la saison de trop, il est à la ramasse. Voilà, il aurait dû s'arrêter un moment. Là, Kimi Räikkönen, je pense, alors, il se fait dangereusement mettre sous pression par Giovinazzi, je trouve, mais lui, Kimi Räikkönen, ça va. C'est vraiment la voiture et le manque de chance qui fait que voilà, ça ressemble à la saison de trop. Il perd une roue en Autriche, là, il y a son aileron avant qui se désintègre donc. Très 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 compliqué, c'est d'une tristesse infernale. Moi j'aime pas cet F1 moderne qui nous fait voir des fins de carrière pour Jenson Button, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, des champions du monde, des gens qui en plus à mon âge ont égayé notre enfance hein. Moi je vous rappelle, j'ai commencé la F1, mon premier Grand Prix que j'ai regardé c'est le premier Grand Prix de Jenson Button, donc vraiment Button, Alonso, Räikkönen, tout ça ça démarre en même temps que moi un petit peu. C'est d'une tristesse infernale de voir tes héros d'enfance et d'adolescence finir comme ça. Et là, Kimi Räikkönen, il va finir dans les bas-fonds cette saison. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va rempiler encore une saison? Je vois difficilement comment ça va être possible parce que il l'a dit lui-même, c'est un hobby pour lui la Formule 1. Mais enfin, quand il faut finir 17ème tout le temps, est-ce que vraiment c'est encore un hobby? Pas sûr. Hein. Pas sûr que le hobby soit très intéressant pour lui, qui donc a terminé dernier. Du coup, Kimi Räikkönen, c'est assez terrible. Là, du coup, Nico Rosberg a eu un très bon. Voilà. Nico Rosberg a eu un départ comme un prince, alors que selon moi, il n'a pas eu la carrière. Justifier un départ pareil, même s'il a fini champion du monde. Voilà, c'est quand même beaucoup plus classe que voir des fins de carrière comme ça. Mais bon, Fernando Alonso va pouvoir nous redonner une nouvelle fin de carrière. Peut-être que ce sera mieux. Mais voilà, pour Button et Räikkönen, par exemple, ça faisait de la peine et surtout pour Kimi Räikkönen. Daniel Kvyat, donc ça c'était pour les pilotes qui ont terminé. Donc voilà, les abandons Kvyat, Magnussen, Hülkenberg. Alors Kvyat, j'ai pas compris son accident, si on est tout à fait honnête. Vu ce qu'il a dit à la radio, j'ai l'impression que c'est une erreur de pilotage, mais j'avais sincèrement, en caméra marqué, l'impression qu'il y avait une rupture à l'arrière gauche, parce qu'elle part d'un coup dans un virage à fond. Mais visiblement, il était très, très fâché sur lui-même, on l'a vu avec le caméraman. Et donc, Kvyat qui fait une erreur sous la pression. C'est dommage, parce que la voiture est pas mauvaise, hein. La voiture, franchement, l'AlphaTauri se débrouille très bien. On l'a vu avec Pierre Gasly 7ème. Mais là, Kvyat qui, malheureusement, a peut-être perdu une occasion de marquer des jolis points, mais aussi qui a créé cette fin de Grand Prix bordélique. Donc on peut le remercier pour ça, avec son accident. Heureusement, cela dit, blague à part, on en rigole maintenant. Heureusement tout de même, voilà, il s'en sort bien parce que quand vous perdez la voiture à cet endroit, c'est à 300 km/h. Il a tapé très très fort. Il est apparemment totalement ok. Je pense qu'il sera donc en piste la semaine prochaine, l'année 4. Mais on peut se réjouir hein, de la sécurité en Formule 1, bien sûr, qui lui a permis de s'en sortir après quand même une grosse sortie de piste. Magnussen, donc je vous le disais, voilà, hein, pas grand chose à dire pour lui sur ce week-end. C'est un week-end de As malheureusement normal et pas de chance d'avoir ce contact avec Alex Albon et aussi un gros impact pour lui dans le mur de pneus, mais il va bien. Et puis voilà, moi je vous dis, ça fait depuis vendredi matin que j'attendais à en parler. Nico Hülkenberg est de retour en Formule 1. Ça, je n'en pouvais plus. Hein. Si vous ne me connaissez pas, Nico Hülkenberg fait partie de ce groupe de pilotes qui sont mes pilotes préférés. Voilà, l'an dernier, j'étais très heureux d'avoir chez Renault Ricciardo et Hülkenberg. C'était les deux pilotes que j'avais et que je préférais en Formule 1 en 2019. Donc évidemment, quand il s'est fait virer par Renault, j'étais très déçu. Surtout quand il fallait mettre Ocon à la place. Et donc, vous m'apprenez qu'il va pouvoir piloter une Mercedes Rose sur ce week-end. On salue tout de même Sergio Pérez, évidemment, et on espère que tout ira pour le mieux pour lui, parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas au courant, Sergio Pérez a été testé positif au Covid-19, donc c'est pour ça qu'il n'a pas roulé ce week-end. On espère que tout va aller pour le mieux et qu'il pourra revenir, si ce n'est la semaine prochaine, parce que je pense que la semaine prochaine, ça va être trop court avec les délais de quarantaine en Angleterre. Mais s'il pouvait au moins revenir au Grand Prix de Catalogne, ce serait bien.
Bien entendu, on le souhaite évidemment. Mais voilà, quand vous me dites que Hülkenberg va avoir une Racing Point ce week-end, j'étais vraiment très 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 content. Écoutez, vendredi ça s'est super bien passé. Les qualifs un petit peu décevants, hein, qu'il n'arrive pas en Q3, Hülkenberg en même temps. C'est la première fois qu'il pilotait la voiture en qualif, donc c'est pas forcément simple. Et le Grand Prix, eh bien voilà, il n'y a pas eu de Grand Prix pour Nico Hülkenberg. C'est voilà, c'est vraiment la poisse totale d'Hülkenberg jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Problème mécanique donc sur cette Racing Point qui n'a pas pu prendre le départ. Donc on espère vraiment, s'il continue, s'il garde le baquet la semaine prochaine, qu'il va pouvoir faire le Grand Prix au moins. Mais je pense que du coup le podium s'échappe, hein, pour Hülkenberg, toujours pas de podium évidemment pour le pilote allemand qui arrive donc à ajouter un abandon à sa collection en n'ayant pas pris le départ. Ça c'est quand même très très fort, mais voilà, j'espère que ça ira mieux. Il a montré en tout cas qu'il avait un rythme qui était pas mauvais. Évidemment il est moins bon que Stroll, mais Stroll connaît la voiture par cœur, il a fait les 3 premiers Grands Prix, c'est normal, il pouvait pas être dans le rythme de Lance Stroll directement. Si par contre la semaine prochaine, il arrive à titiller Lance Stroll sur un tour, ça pourrait devenir très intéressant de voir ensuite en course ce que ça pourrait donner. Il faut espérer aussi que la Racing Point ait un meilleur rythme de course que ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas pour les 20 pilotes, 17h41, et bien voilà, ça fait une petite quarantaine de minutes qu'on est ensemble là-dessus. Je pense qu'on a bien débriefé ce Grand Prix qui n'était pas, si on prend le Grand Prix dans sa globalité, c'était évidemment pas la course du siècle, bien sûr. Mais on s'en souviendra très 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 longtemps. Ça reste quand même un Grand Prix qui se termine avec le vainqueur sur 3 roues, en tout cas sur 3 pneus gonflés et un pneu explosé. Ça, je pense qu'on ne le reverra peut-être plus jamais en Formule 1, même s'il faut jamais dire jamais. Donc c'était quand même vachement intéressant ça pour le coup. Et donc du coup, eh bien, on se retrouve dans 5 jours déjà pour les essais libres du prochain Grand Prix, le Grand Prix du 70e anniversaire sur le même circuit, celui de Silverstone. Le prochain Grand Prix donc dans une semaine exactement. On se retrouvera nous, eh bien, à 17h bien sûr pour le débrief de ce Grand Prix du 70e anniversaire. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous serez présent la semaine prochaine bien sûr et qu'on pourra aussi parler d'un beau Grand Prix. Ça nous ferait plaisir, bien sûr, surtout qu'il n'y aura pas d'IndyCar le week-end prochain, donc moi je suis un petit peu orphelin. Bien entendu, en parlant d'IndyCar, je vous rappelle juste que vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous pourrez retrouver mon interview de Simon Pagenaud, le vainqueur des 500 Indianapolis en titre et deuxième du championnat IndyCar actuel, vainqueur à l'Iowa Speedway il y a peu, et que le 20 août sur cette chaîne Twitch, si vous êtes abonné, vous pourrez découvrir mon documentaire exclusif qui revient sur la victoire de Simon Pagenaud au 500 Indianapolis 2019 avec Simon Pagenaud lui-même qui en parle, donc ce sera assez chouette. Voilà donc pour les rendez-vous, dimanche prochain à 17h, et puis également mardi, si vous aimez l'Eurovision, mardi à partir de 20h30, on regardera les 20 dernières chansons d'un pays de l'Eurovision, que ce soit la Grèce ou un autre que je vous dévoilerai demain sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pourrez voter. Allez, passez une bonne fin de journée tout le monde, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à très vite, à la prochaine. Ciao ciao.